Mesdames et messieurs, messieurs les présidents, chers collègues, c'est bien sûr un honneur et un plaisir d'être ici à Mexico pour parler de la mission qui m'a été confiée par notre ministre française de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ma mission consiste dans la promotion de l'université numérique dans le sens le plus large. Alors évidemment, comme je suis professeur de médecine, de chirurgie, je vais vous parler des développements des universités numériques dans le domaine en particulier de la santé, avec un phénomène qui a impacté, je crois, tout le monde de manière générale, aussi bien le monde anglo-saxon, mais que l'ensemble du monde des universités. C'est l'apparition d'un phénomène qui porte le nom anglo-saxon de MOOCs, Massive Open Online Courses, que nous traduisons en français cours en ligne ouverts et massifs, les CLOM. Et voilà, donc avant de vous parler, comme je le dis souvent à mes étudiants ou à mes interlocuteurs, plutôt que de vous faire un long discours, je vais vous faire un tout petit résumé en 3 minutes de la production qui a été voulue par notre ministère français. En octobre 2013, Geneviève Fioraso, la ministre qui était en charge à l'époque de ce dossier, a voulu créer les MOOC français, francophones, et nous avons créé en un peu moins d'un an, avec une politique très dynamique, très innovante, plus d'une centaine de MOOC dans des domaines extrêmement variés. Alors, place à la vidéo pour vous montrer très rapidement une synthèse. Si le son peut monter un peu plus haut. Bienvenue sur FunMOOC, la plateforme de France Université Numérique, l'accès à la connaissance pour le plus grand nombre. En 2012 a émergé un phénomène mondial, les cours gratuits en ligne et surtout ouverts à tous, les fameux MOOC ou Massive Open Online Courses. Un MOOC, c'est pas seulement mettre des ressources pédagogiques en ligne, comme des vidéos ou des PDF. C'est mettre en place un cours véritablement interactif, avec des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. En 3D, réalisé par des collègues de l'Université de Lyon, qui actuellement alimente une chaîne sur Internet, YouTube, extrêmement populaire, très suivie par l'ensemble des universités du monde entier. Donc c'est des produits extrêmement innovants qui permettent de réaliser une pédagogie différente. Les MOOC servent beaucoup également au développement des politiques de santé publique. Et nous avons pu en 2 mois, en novembre dernier, réaliser par l'Université de Genève un MOOC sur la maladie Ebola, avec la ministre de la Santé du Sénégal, qui fait partie des intervenants, des 50 intervenants qui interviennent dans ce cours. Et nous nous sommes organisés pour qu'il y ait une approche multisectorielle. Des intervenants du monde entier, les meilleurs, les leaders du monde entier qui sont accessibles à tous gratuitement. Quelques heures que nous allons passer chaque semaine ensemble pendant 5 semaines. Et c'est plus de 10 000 heures que vous allez pouvoir passer autour du MOOC à co-construire le MOOC avec nous. Voilà, un autre domaine qu'on trouve sur la plateforme française, l'enseignement de l'hydrologie. Alors dans un pays comme le Mexique, c'est évident qu'une bonne connaissance de l'état de l'eau, des rivières, de la mer, etc., c'est un outil extraordinaire d'enseignement de l'hydrologie. La formation, on parle beaucoup de la formation tout au long de la vie. Eh bien, avec les nouvelles technologies, entrer à l'université, quel que soit son âge. Ici, les mathématiques de très haut niveau, par le prix Nobel de mathématiques français, Cédric Villani, accessible à nos collégiens. Aidé par un excellent mathématicien francophone du Sénégal, qui est un co-enseignant très connu également dans ce domaine, pour les équations différentielles. C'est le monde entier qui vient dans cette université et c'est l'université mondiale qui s'ouvre à tous. Et le Mexique a sa place. Et le monde hispanophone, bien sûr aussi. Et dans mon exposé, après, vous voyez, notre président de la République
à Dakar, au sommet de la francophonie dernièrement, au mois de décembre 2014, qui assistait à ces présentations. Voilà, donc je vais reprendre avec un PowerPoint plus classique l'exposé que Bienvenue je sur vais faire FunMOOC, sur le lien qu'on doit pouvoir faire entre l'expérience française et l'expérience mexicaine pour le développement de l'enseignement numérique collaboratif. Vous voyez donc le portail France Université Numérique, vous avez vu quelques exemples. C'est donc un outil produit par les pouvoirs publics en collaboration avec tous les établissements universitaires français et francophones et si possible avec des collaborations internationales. Comme vous avez vu sur le MOOC Ebola, on a fait travailler l'Université de Genève. Un des principes fondamentaux de ce développement, c'est en accord d'ailleurs avec les grandes décisions de l'UNESCO datant de juin 2012, le principe des ressources éducatives dites libres et ouvertes. Ça veut dire que c'est l'accès gratuit, ouvert à tous, aux ressources les meilleures de l'ensemble des universités du monde. Eh bien, ce principe, la France et beaucoup d'autres États sont en train de le mettre en application. Une educación digital abierta para la multiplicación et la capitalisation, c'est ça l'essentiel, c'est mettre ensemble et partager aussi bien les cours, mais également les ressources humaines, les enseignants, les tuteurs. Ce développement doit être très rapide si on veut vraiment prendre notre place dans ce secteur où le continent nord-américain, anglo-saxon, appuie sur le champignon, comme on dit, très très fort. Le MIT, Stanford, qui était à l'origine du mouvement des MOOC. Actuellement, si vous connaissez la plateforme de MOOC qui s'appelle Coursera, elle a plus de 20 millions de suiveurs qui se sont constitués en très peu de temps, en 3 ans. Des étudiants du monde entier suivent ces cours. Le premier initiateur fut un collègue, Sébastien Freund, de Californie, qui a mis un cours, sa première tentative, c'était mettre son cours en ligne, gratuitement, ouvert, pour un cours très difficile d'intelligence artificielle. Et il a eu plus de 150 000 étudiants qui ont suivi ce cours, avec une dizaine de milliers derrière qui ont réussi les attestations en ligne, ce qui a permis de détecter des talents totalement imprévisibles. Évidemment, nous sommes dans un contexte où c'est le réseau qui change la donne, et on sait très bien, et de nombreuses études ont été faites, que l'apprentissage et l'enseignement surviennent essentiellement lorsqu'on est au sein d'un réseau. Et ça, c'est vraiment, il faut que nos universités entrent dans ce réseau plutôt que de se fossiliser. Il faut changer. On peut toujours taper les tapis avec une tapette, mais il y a aussi des aspirateurs. Eh bien, les aspirateurs à connaissance, ce sont les systèmes numériques. En plus, nous sommes tout le temps en évolution. Les gens qui se préoccupent de cet enseignement nouvelle formule sont tout le temps en train de courir derrière l'évolution du système dans lequel on vit, c'est-à-dire la web. On est passé, vous voyez, en moins de 20 ans, de ce qu'on appelait le web 1.0, qui permettait aux machines de se connecter entre elles, au web 2.0, où c'est finalement le réseau qui fonctionne, et le phénomène Facebook, Twitter, etc., c'est ça. Nous y sommes, mais on est en train de passer à un nouvel Internet qui est celui des objets et des petits robots enseignants, etc. Eh bien, ceci est en train de se faire. Et on va bientôt, en très peu de temps, et les exposés tout à l'heure sur la génétique nous ont bien clairement démontré que les big data, c'est quasiment pour aujourd'hui. Et la cellule humaine, les gènes, vont être tous consultables en ligne et constituer des énormes amas de données analysables, peut-être pour le bien, peut-être pour la médecine prédictive, mais aussi il y a bien sûr des dangers de contrôle de l'humanité, avec des outils qui sont de plus en plus pointus, portés par chacun. L'homme devient objet du renseignement et de l'information. Vous voyez le nombre d'objets connectés qu'on peut porter sur soi maintenant, avec les smartphones et avec un certain nombre d'autres objets qui vont permettre de suivre complètement le parcours de santé de quelqu'un depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et c'est le monde dans lequel on vit. Si vous avez tous des smartphones,
vous n'êtes pas rendu compte, mais il y a plus d'1 million d'applications sur ces petites machines, plus de 50 000 en santé. Notre université doit se saisir de ceci. C'est ma mission au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble du système de l'enseignement supérieur qu'on ne peut pas passer à côté de cette évolution, qu'on le veuille ou non, nos étudiants y sont. Et nos enseignants ne doivent pas être à la traîne. En plus, on évolue dans un monde où il y a une convergence de tous les objets. Le web est un des outils centraux, mais il y a de plus en plus de petites applications, et en particulier pour les pays en développement, un certain nombre de ces outils sont accessibles sans Internet, sur des simples clés USB. Vous pouvez mettre les MOOC, etc. Et c'est très important pour le développement de ces établissements. Et dans les pays d'Afrique ou subsaharienne, par exemple, c'est ce qu'on fait actuellement. Le développement aussi d'outils connectifs partagés, collaboratifs, comme les systèmes de visioconférence, qui permettent à un enseignant à un bout du monde d'enseigner des milliers d'étudiants ailleurs. Et c'est ainsi que ceci se passe. Et de plus en plus, on passe de l'ordinateur fixe à un ordinateur mobile, à un smartphone, et bien sûr, on est en pleine émergence des tablettes. Actuellement, il y a plus de 3 milliards de smartphones dans le monde. On compte qu'il en aura probablement le double dans 2 ans. Donc cette évolution et la santé passera, et l'apprentissage, on parle à l'UNESCO depuis 5 ans de l'apprentissage mobile, mobile learning, et mobile health, parce que les uns passent avec les autres. Et le passage entre le réel et le virtuel devient de plus en plus perceptible par tout un chacun, d'un bout à l'autre de la chaîne sociétale. On voit par exemple, quand on parle du Web 4.0, qu'on y est bientôt, parce que toutes ces petites applications que vous voyez rassemblées sur ce diaporama, c'est quasiment une carte chromosomique du web. Il faut la connaître. Il faut apprendre à la connaître. Alors la politique française, pour aller rapidement, a démarré véritablement il y a environ une dizaine d'années sur la constitution des universités numériques. Numériques qu'on a voulu faire par grandes familles thématiques. C'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les odontologistes ont leur propre université numérique. Tous les établissements français collaborent au même outil qui s'appelle UNF 3S, Université numérique des sciences de la santé et du sport, parce qu'on a ajouté les collègues des sciences du sport, parce qu'il y a beaucoup de ponts entre nous. Mais il y a également, vous voyez sur ces images, les sciences fondamentales, unicielles tout en haut, économie-gestion, les formations technologiques en ligne, le droit, les sciences humaines, tous les domaines de l'enseignement supérieur sont rassemblés et permettent d'avoir, les étudiants peuvent avoir de véritables programmes complets, programmatiques de leur année universitaire en ligne, accessibles librement, gratuitement. C'est extrêmement important. Je suis étudiant en première année de licence de chimie, de mathématiques, de toute discipline qu'on suit. Eh bien, on a tous les outils de formation accessibles depuis le début de l'année universitaire jusqu'à la fin. C'est une différence avec les MOOC. Les MOOC qui ne sont que des petits fragments accessibles pour donner une coloration sur une partie d'un thème. On pourrait imaginer un domino de MOOC qui pourrait constituer un parcours de formation, et c'est comme ça que les universités vont certainement intégrer les MOOC qui vont devenir ce qu'on appelle maintenant plutôt des SPOC, c'est-à-dire des Small Private Open Course, qui sont, c'est l'évolution du système du massif vers quelque chose de plus réduit. Bien, donc ce que je vous disais à l'instant est résumé sur cette diapo, c'est-à-dire la capitalisation des productions offertes à tous. Avant, nous avons fait ça finalement bien avant un certain nombre d'initiatives nord-américaines qui sont très connues parce que très médiatiques, comme la Khan Academy, dont certains ont entendu parler, qui est un outil extraordinaire également mis au point pour que tous les enfants, depuis la maternelle
jusqu'à l'université, disposent de l'ensemble des cours dont ils peuvent rêver. Voilà, alors quel est notre modèle? Nous sommes dans un modèle non marchand. C'est quelque chose de très important. Ça veut dire soutenu par les pouvoirs publics. Notre objectif n'est pas d'avoir un monopole sur tous ces outils. C'est plutôt, l'objectif, c'est de partager et de faire que ce partage se fasse au sein des communautés disciplinaires. Je connais bien Armando Barriguete il y a 3 ans, qui m'avait invité lorsqu'il collaborait avec le ministre Cordoba pour lui présenter les premiers travaux que nous faisions sur l'université virtuelle des sciences de la santé. Et nous poursuivons et nous avons l'intention, par exemple, de faire des MOOC qui sont de nos propres initiatives. Armando veut faire un MOOC sur l'alimentation et l'obésité. En même temps, à Paris, avec un collègue de Pierre et Marie Curie, nous avons exactement le même projet. Donc on va faire un MOOC franco-mexicain sur l'obésité et mélanger nos cultures, nos approches. Nous avons parlé également hier avec Monsieur le Président du domaine de la gériatrie, où nous pourrions produire un MOOC sur la maladie d'Alzheimer, etc. Et c'est en cours, nous allons pouvoir continuer dans ce sens. Alors je terminerai rapidement, je voudrais juste passer quelques images pour vous montrer, en fait, je ne sais pas si c'est très lisible, mais vous voyez, pour la médecine, l'Université numérique des sciences de la santé, par sous-thématique, toutes les spécialités, 58 arbres de connaissances sont renseignés complètement, niveau par niveau. Vous démarrez vos études de médecine, vous avez tout ce qu'il vous faut. Les enseignants réutilisent ces documents, les réexploitent, les mettent un peu à leur propre, avec leur propre personnalité, ils en changent un certain nombre d'éléments, mais ils ont une base qui est commune pour tous. Donc ceci est considérable et nous pouvons partager cette expérience avec l'ensemble des universités de la santé mexicaine. Nous pouvons travailler ensemble pour traduire, pour mettre ensemble des choses qu'il n'est plus nécessaire de refinancer de manière lourde, mais simplement d'adapter, modifier, parce que le principe, c'est le libre usage, le partage et le libre usage. Ça pose un problème sur le plan des droits d'auteur, c'est une négociation, et nous travaillons sur le plan des droits d'auteur, sur le concept des Creative Commons, qui est l'usage nord-américain du fair play, l'usage amical de ce qui a été fait par d'autres. Et en anglais, on dit « share alike », vous pouvez partager comme. Et travailler sur la modification. L'auteur initial ne disparaît pas, mais il y a un auteur secondaire qui va modifier la production initiale et l'adapter et l'actualiser. Là, c'est juste quelques mots sur quelques MOOC que nous avons produits en très peu de temps sur ces thématiques dont je viens de vous parler, mais la liste est ouverte. Nous allons continuer en produisant des cours. Alors, je sais pas, mon diaporama a été rétréci, là, il est parfait, mais à l'écran, il est rétréci, c'est pas grave. Les typologies de cours. Ensuite, je vais vous montrer quelques exemples de productions que nous pouvons faire ensemble avec nos amis mexicains. Comment montrer que nous sommes... je pense qu'un point fondamental pour travailler sur la création d'un espace numérique universitaire franco-mexicain, franco-Amérique du Sud, c'est très important parce qu'il y a quelque chose que nous ressentons au cours de ce déplacement, c'est la francophilie du Mexique, le fait que le Mexique soit un État membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, donc des liens importants entre notre pays et le Mexique existent, sont constitués et méritent certainement que dans le domaine qui est le nôtre de l'université et du développement dans ces nouvelles manières d'être présenté, le numérique, que nous puissions construire ensemble cet espace latino-américain associé à la francophonie et à l'Europe. Je vous remercie.